Bueno, buenas tardes. En representación del director de la escuela, les doy la bienvenida a esta conferencia final del ciclo de conferencias de Cooperación Internacional y Desarrollo, Reflexiones Críticas. Le doy la palabra al profesor Javier Ordóñez, que es el subdirector del Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Granada, para que haga la semblanza de lo que sería el CICODE y el ciclo de conferencias. Muchas gracias. Lo primero, quiero decir que me gustaría trasladar las disculpas de la vicerrectora de internalización, Dorothy Kelly, porque le ha surgido un viaje y no ha podido venir y estar aquí con nosotros. Sustituyéndola a ella esta tarde, estoy aquí y como subdirector del CICODE sí quería comentaros algunos temas. Algunos son temas administrativos del curso y otros una serie de agradecimientos. En cuanto a los temas administrativos, para todos los que estáis asistiendo a esta jornada, deciros que el certificado os podéis recoger o se os enviará por email. De todas formas, si tuvierais alguna duda, podéis poner en contacto con el CICODE para resolver aquello que veáis oportuno. No se oye nunca. Bueno, es importante, lo repito, ¿no? El tema de que los certificados se os enviarán por email. Quisiera agradecer primeramente a la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, porque es el organismo público que financia estas jornadas, al equipo técnico que durante toda esta jornada ha hecho posible que este evento se desarrolle perfectamente, a Dolo y al equipo de interpretación, a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación por ceder estos magníficos espacios, a Jesús de Manuel de la Facultad de Traducción y también especialmente a Marílica y los alumnos de traducción, que por lo que me han informado han sido los que han hecho posible que el profesor Serratús esté esta tarde con nosotros. Sí quisiera informaros de que el CICODE en los próximos meses va a tener también una serie de actividades que creo que son bastante interesantes. Entonces, a todos aquellos que estén interesados en el tema de la cooperación, del desarrollo sostenible, del desarrollo desde el punto de vista ambiental, etcétera, que visitéis la web del CICODE para que podáis conocer las actividades que se van a realizar y participar en todas las que veáis oportunas según vuestras inquietudes. Termino este pequeño resumen comentando que esta tarde estamos aquí para escuchar al profesor Serratús y su conferencia El derretimiento como solución al fracaso del desarrollo. El profesor Latouche es profesor emérito de la Universidad del Sur de París y cuando estuve un poco investigando su currículum, quisiera comentaros que viendo su bibliografía hay un libro que se titula Hecho para tirar la irracionalidad de la obsolescencia programada, que como profesor de la Escuela de Ingeniería me he prometido a mí mismo leerlo en cuanto tenga tiempo hasta las próximas vacaciones. Por lo demás, sin más, sí me gustaría dar paso al profesor y comentaros que pediros disculpas porque me encantaría asistir a la jornada, más teniendo en cuenta que este año, como vosotros, es mi primer año de estudiante de Economía y creo que es un lujo para un estudiante de Economía como yo poder contar con un profesor de Economía, sobre todo de Economía del Desarrollo, como el profesor Latouche. Así que pido disculpas, voy a intentar estar el máximo tiempo que pueda antes de tener que ir a clase. Muchas gracias, profesor Ordóñez. Tiene ahora la palabra el profesor Jesús de Manuel para hacer la semblanza del profesor Latouche, que va a ser el conferenciante. Pues muchas gracias. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Y es un honor recibir hoy en Granada a Serge Latouche, a quien tuve la oportunidad y la suerte de conocer en su última visita en diciembre de 2009 y colaborar en la charla que entonces organizó el profesor Alberto Macarán de esta universidad. En aquel momento
estaba aún reciente la crisis financiera de 2007, que se convirtió en crisis económica en 2008, crisis en la que aún estamos inmersos, por más que nos quieran a veces hacer creer lo contrario. Latouche planteaba en aquel momento un análisis lleno de ironía, de lucidez, de paradojas, una de las cuales era que esa crisis, a la vez que dejaba un rastro de dolor por el aumento del desempleo, por la precariedad o el deterioro de los servicios públicos, encerraba también un hecho positivo. Decía, gracias a la crisis, el ritmo de devastación del planeta, de consumo voraz de recursos limitados, de contaminación del aire, del suelo, de los acuíferos, se había frenado. Y eso nos daba algo más de tiempo para pensar en cómo evitar la catástrofe a la que la sociedad del crecimiento nos abocaba. La paradoja sigue ahí en toda su crueldad y no está nada claro que hayamos aprovechado esos 6 años como debiéramos haberlo hecho, al menos no como sociedad considerada en su conjunto o no desde la distancia del poder donde se toman las decisiones que permitirían un cambio de rumbo. No hay nada peor, decía Latouche ya en 2009, que una sociedad del crecimiento sin crecimiento. Y esa falta de crecimiento, hay que recordarlo aquí, en esta Granada y en esta Andalucía nuestra, que ahora visita el profesor Latouche, significa un 31,7% de desempleo en Andalucía, según los datos de la encuesta de población activa del tercer trimestre de este año. Tasa aún mayor, 3 puntos más para las mujeres, que siempre llevan el peor peso en cualquier crisis. Y casi el doble, cercano al 60%, 57% para los jóvenes de esta tierra. Significa también que 235.000 personas han abandonado Andalucía en los últimos 6 años para ir al extranjero, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Y que solo entre abril y junio de este año se produjeron en Andalucía casi 19.000 desahucios. Ante semejantes datos, cuando nos dicen una y otra vez que solo con un crecimiento superior al 3% del Producto Interior Bruto podemos empezar a disminuir significativamente las cifras de paro, parecería que hablar de decrecimiento sería una especie de broma macabra, y sin embargo no lo es. No es una broma cómo hemos llegado hasta aquí. No es una broma que lo que se hundió a partir de 2008 fue un modelo de crecimiento basado en la especulación, que nunca tuvo bases sólidas, que dependió siempre en exceso de sectores tan poco sostenibles como el turismo masivo, la especulación inmobiliaria o la agricultura intensiva. Lo que sería una broma es afirmar que serán esos sectores que nos han llevado hasta aquí los que nos saquen de esta situación. Sería una broma pensar que el turismo nos sacará de la crisis cuando en nuestras costas queda ya muy poca superficie en la que urbanizar. Sería una broma decir que nos salvará la construcción, como algunos nos vienen diciendo, cuando Andalucía tiene más de 600.000 viviendas vacías, o que lo hará por sí sola una agricultura intensiva que agota los acuíferos, contamina los suelos y además se enfrenta a una creciente competencia por parte de los países del sur. No parece que esos puedan ser motores de la recuperación. Sin embargo, aunque oímos mucho hablar de modelo productivo, poco se ha hecho al respecto desde el poder político. Y con todo, si somos capaces de oír crecer la hierba, como nos invitaba a hacer Karl Marx en una carta de Wiedemeyer, si nos tumbamos en el suelo para oír crecer la hierba, como nos dice nuestro paisano José Ignacio Lapido, guitarrista de un grupo que por suerte está de vuelta, si hacemos eso, veremos que no muy lejos de nosotros, en distintos lugares la hierba crece. Crece muy cerca de nosotros en espacios como la plataforma Salvemos la Vega, que pretende reconciliar nuestra ciudad con la que fue su despensa. La hierba crece en los huertos sociales, de Carcería de Montijo, en Peligro y en tantos otros. Crece en el mercado social, que este fin de semana cumplía 2 años, y en todos los colectivos que desde allí intentan impulsar otra forma de relación económica entre las personas y de las personas con el medio. La hierba crece en la Cooperativa Integral Granadina, como creció en la pionera El Encinar, en los ecomercados del primer sábado de cada mes, porque por ahora no nos dejan poner más. Crece la hierba en el comedor ecológico del Colegio Gómez Moreno o en la plataforma por una alimentación responsable en la escuela, que lucha por generalizar ese modelo que por ahora no pasa de ser una aldea gala. En la Asociación Ortigas de Productores y Consumidores Ecológicos, en proyectos como Ecodila, crece en la Asociación de Productores Ecológicos de la Zubia, crece en la Biciescuela, crece en las pequeñas tiendas que en cada barrio
se van abriendo cada día más para favorecer el comercio de proximidad y la producción ecológica. No son los brotes de los que nos hablan nuestras autoridades, sino los brotes de todas esas iniciativas, aún pequeñas, que tenemos la responsabilidad de mimar para que crezcan fuertes aquí y en todas partes y brinden al planeta una oportunidad de supervivencia. Quería hacer esta conexión con la realidad local porque Serge Latouche, profesor emérito, como ya se ha dicho, de la Universidad París-Sud, lleva años apostando con su obra y con su compromiso por generalizar iniciativas así desde la sociedad civil, pero no solo, también desde la reflexión académica y también desde el debate político. Incluso se atrevió a proponer unas líneas programáticas en unas elecciones presidenciales francesas a través de un artículo en Le Monde Diplomatique. Líneas para una reforma que luego él mismo el otro día en Sevilla calificaba de propuesta revolucionaria, más que reformista, del modelo económico. Y ha participado en el debate político, como decía, pero también ha sido cofundador de la revista Entropía, dedicada a estos temas del decrecimiento. Es un buen conocedor de África y autor de numerosos libros y artículos sobre el decrecimiento. Muchos de ellos no se han traducido al español, pero por dar algunos títulos de obras que sí están traducidas, pues podríamos citar el pequeño tratado del decrecimiento sereno en Icaria en 2009, La hora del decrecimiento en Octavero en 2011 o La sociedad de la abundancia frugal, contrasentidos y controversias del decrecimiento en Icaria en 2012. Hoy nos va a hablar, como ya se ha indicado, del decrecimiento como solución al fracaso del desarrollo, y yo le cedo con mucho gusto la palabra al profesor Latouche. Buenas tardes a todas et todos. Mais je vais quand même faire la conférence en français parce que mon espagnol n'est pas à la hauteur. Et merci au CICOD pour cette invitation et merci aux différents intervenants et en particulier à Jesus de Manuel qui a déjà été mon traducteur en 2009. Et en me proposant de vous parler ce soir de la décroissance comme solution à l'échec du développement, c'est en fait tout mon itinéraire de vie que je suis amené à retracer, puisque je suis parti en Afrique, au Zaïre, en 1964, après avoir fait des études d'économie. Je suis parti comme expert de développement, avec une très grande foi développementiste, productiviste. Je partais un peu comme un missionnaire pour sortir l'Afrique du sous-développement, pour développer l'Afrique, en particulier le Zaïre. Alors comment je suis passé effectivement de cette foi dans le productivisme, et c'est en Afrique que j'ai fait ma thèse de doctorat qui s'intitulait « La paupérisation à l'échelle mondiale ». Donc j'observais effectivement un processus de développement des inégalités au niveau mondial, mais je pensais, et c'était la conclusion de la thèse, qu'avec un développement accéléré, l'Afrique pourrait rattraper son retard, comme on dit maintenant. Et donc je suis passé de cette... je suis devenu petit à petit un mécréant, un athée du développement et devant l'évidence d'abord massive de l'échec des politiques de développement, qu'elles soient libérales, participatives, marxistes, de tous les types de développement qu'on expérimentait en Afrique et en Amérique latine dans les années 60 du XXe siècle, 1960, 1980, les années après les indépendances, comme on disait en Afrique. Et alors, en même temps que je partais en Afrique comme un missionnaire du développement, je m'intéressais tout de même, et c'est difficile d'ailleurs de s'occuper du développement sans s'intéresser aux cultures locales. Et donc,
j'emportais avec moi une bibliothèque anthropologique. Il y a une grande école française anthropologique avec Lévi-Strauss et tous ses disciples. Et alors j'avais une situation un peu de schizophrénique, puisqu'une partie de mon cerveau était universaliste et productiviste, et l'autre partie s'intéressait à la culture, aux traditions locales, était plus anthropologique. Et l'anthropologie, la grande anthropologie économique, celle de Marcel Mauss, de Karl Polanyi, de Marshall Salins, effectivement, était tout à fait en dehors de la logique économique et de la logique développementiste. En fait, le déclic pour moi, ça a été, après 2 ans au Zaïre, je suis parti au Laos, un pays d'Asie un peu particulier, en plein milieu de la guerre du Vietnam, une oasis de paix relative, puisque de ma maison, tous les soirs, j'entendais les bombardiers B-52 américains bombarder la piste Ho Chi Minh qui passait à 50 km de la maison. Mais le Laos était officiellement neutre, et c'était un pays presque aussi grand que le Vietnam, mais avec une population 20 fois inférieure. Et un pays tout à fait étonnant, qu'on ne pouvait pas dire sous-développé, mais qu'on ne pouvait pas dire développé non plus. C'était un pays un peu hors de l'histoire. Et j'ai rencontré depuis des anthropologues, effectivement, qui ont eu cette même expérience. Je pense à Elena Norbert-Hodge, qui a travaillé sur le Ladakh et qui a écrit un très beau livre, Learning from Ladakh, où elle explique comment le Ladakh était c'est un petit territoire du type de l'Himalaya, du Cachemire indien, dans les hautes vallées, qui était en quelque sorte hors du temps et où on vivait bien, heureux, et comment l'introduction par une route des marchandises et de la société de consommation venant de l'Inde a détruit tout ce système d'équilibre. D'autres personnes ont eu ce genre d'expérience aussi. Et donc j'ai commencé à voir, ça a été pour moi comme l'expérience du chemin de Damas pour Saint Paul, j'ai commencé à avoir une crise dans la foi. J'ai compris que l'économie était une religion. J'avais perdu la foi dans la religion catholique de mon enfance, et j'ai perdu ensuite la foi dans ma religion d'adulte, en tout cas dans l'économie, et je suis devenu un athée de l'économie, parce que j'ai compris en fait que ce que je voulais faire là-bas, avec le développement, j'allais détruire le bonheur des gens qui... bonheur relatif, mais une société où les gens pouvaient vivre pratiquement en travaillant très peu, 50 jours par an, en plantant le riz dans la rizière. Et ensuite, comme on disait au Laos, les paysans écoutaient le riz pousser. On parlait de l'herbe qui pousse. Là, on écoutait le riz pousser. Il faut avoir une oreille très fine pour entendre le riz pousser. Et ils passaient le reste du temps à faire des fêtes autour de la pagode, des danses très belles d'ailleurs, puis un peu de chasse, de pêche, de divertissement. Et j'ai compris que le développement allait détruire tout ça et qu'on allait les transformer effectivement. Ils étaient dans une relative frugalité, on allait les transformer en misérables, et c'est ce qui est en train de se faire à l'heure actuelle avec le tourisme international qui les transforme en quelque sorte en mendiants, en parasites et en pauvres au sens moderne du terme. Et donc l'ennui, c'est qu'évidemment je n'avais pas encore commencé ma carrière académique et que j'ai dû ensuite enseigner officiellement l'économie alors que je n'y croyais plus. Heureusement, l'université française est bonne fille et j'ai pu m'intéresser à la philosophie de l'économie et puis petit à petit faire la critique du développement, ce qui m'a amené, après 20 ou 30 ans finalement, à la décroissance, puisque nous faisions la critique du développement. Il y avait une petite internationale dans les années 70-80 autour d'Ivan Illich, c'était plus ou moins des disciples d'Ivan Illich. Il y avait Vandana Shiva pour l'Inde, Majid Ranema pour l'Iran, Gustavo Esteva pour le Mexique, Escobar pour le reste de l'Amérique latine. On était toute une petite internationale, on se retrouvait
Mais on parlait toujours du tiers-monde. Après la chute du mur de Berlin, donc ça nous amène à 1989, au fond, le deuxième monde disparaît. S'il n'y a plus de deuxième monde, il n'y a plus de troisième monde non plus. Hein, et donc, effectivement, c'est le moment, ça correspond aussi à ce qu'on a pu appeler la contre-révolution néolibérale mise en place par Margaret Thatcher et Donald Reagan, et c'est le triomphe de la pensée unique, hein, qui avait déjà été annoncé par le grand philosophe de l'école de Francfort, Herbert Marcuse, dans les années 68, par l'homme unidimensionnel. L'homme unidimensionnel, c'est l'homo economicus, c'est l'homme calculateur des économistes, c'est le triomphe d'un monde unique, c'est la mondialisation, et d'une pensée unique. Alors, il faut prendre la mesure de ce qu'est, pourquoi échec du développement, et ce qu'est l'échec du développement, et voir comment la décroissance est un autre paradigme, un autre projet pour résoudre ou sortir de l'impasse ou des impasses du développement. Alors je dirais que je partirais pour voir ce que j'appelle la double imposture du développement, puisque j'évoquais la mondialisation. Un journaliste du Journal of Foreign Affairs devait demander un jour à Henry Kissinger, mais qu'est-ce que c'est que la mondialisation dont on parle beaucoup, etc. Et Kissinger, avec un extraordinaire cynisme dont les Américains sont, en tant que puissance impérialiste, sont tout à fait capables, Henry Kissinger a dit, mais la mondialisation, ce n'est que le nouveau nom de la politique hégémonique américaine. Le nouveau nom de la politique hégémonique américaine. Alors c'est très très intéressant. D'abord, ça remet les pendules à l'heure sur ce qu'est le projet mondialisation, soi-disant la fraternité universelle. Non, c'est effectivement ce qui a permis aux États-Unis de reculer l'heure de leur déclin, d'une certaine façon, en imposant une forme d'impérialisme culturel à travers les nouvelles technologies médiatiques, Google, etc., et aussi économique et politique. Et nouveau nom. Alors pourquoi nouveau nom ? Il y avait un projet impérialiste américain qui avait un nom plus ancien, c'était le développement. Le développement est né le 20 janvier 1949 avec dans le discours, il a été annoncé par le discours sur le point 4 de l'État de l'Union de Harry Truman. Wolfgang Sachs, un des membres de cette petite internationale qui a fait un très beau texte sur l'archéologie du développement, raconte que le 20 janvier 1949, il neigeait sur Washington lorsque le président a annoncé au monde que désormais il y avait une seule dimension de tous les pays du monde, le développement. On était soit développé, soit sous-développé. À partir de ce moment-là, avant, les gens pensaient qu'ils étaient africains, hindous, indiens, chinois, etc. Non, maintenant, on est soit développé, soit sous-développé. Et qu'est-ce que c'est que le développement ? C'est la transformation, grâce à la technique, d'un pays, quel qu'il soit, africain, asiatique, sud-américain, en un pays américain avec l'American Way of Life, le niveau de vie américain. Et donc, le projet de M. Truman, c'est de développer les pays qui sont sous-développés en transférant la technique qui permet de passer de l'état de sous-développement à l'état de développement. Donc ça a été une opération absolument fantastique et gigantesque. C'était le début, à travers les Nations Unies, d'une politique d'assistance technique, une assistance technique massive aux pays sous-développés ou moins développés, comme nous, comme l'Espagne, la France, etc. Pour eux, on a fait un plan Marshall. Hein. Bon, mais pour les autres, on envoyait des missionnaires du développement, hein, l'USAID. Bon. Et donc c'est ça, moi, que j'ai été un de ces missionnaires envoyés par la France en Afrique, comme ça. Et donc, à la fois, c'était une opération politique, économique formidable, puisque
c'était d'abord, ça permettait aux Américains de s'emparer des marchés des ex-colonies françaises, anglaises et même espagnoles et portugaises en mesure, et surtout c'était une opération qui permettait d'éviter que ces pays nouvellement libérés tombent dans l'orbite communiste. On est en pleine guerre froide, et donc grâce à cette politique qui a été menée ensuite et qui a eu son apogée avec la politique de Kennedy. Donc voilà, c'était la mise en place, la mise sur orbite du développement. Alors pourquoi ? Et quel était le nom plus ancien, si l'on veut, de cette politique hégémonique, non plus américaine, mais occidentale, si on veut, eh bien c'était la colonisation, le colonialisme. Donc on peut dire qu'on a une succession, de même que le développement n'est que la poursuite de la colonisation par d'autres moyens, la mondialisation est la poursuite du développement par d'autres moyens. On a toujours affaire à un processus qui est un processus d'occidentalisation du monde. C'est le titre du premier livre important qui a eu du succès que j'ai écrit en 1989, L'occidentalisation du monde. Alors, pourquoi il s'agit d'une double imposture ? D'une part parce que intrinsèquement, l'idée de développement est une fausse bonne idée, on pourrait dire, et ensuite parce que cette société de développement, qui est un autre nom de la société de croissance, est à la fois ni souhaitable ni soutenable. Alors, pourquoi c'est une imposture au départ, le développement ? Il faut retracer un peu l'origine. Les économistes sont très bien pour la technique et les chiffres sont très forts en mathématiques en général. Maintenant, l'économie est devenue une branche de la science mathématique, mais ils connaissent généralement pas très bien ni l'histoire ni les autres disciplines. Et beaucoup ne savent pas que des mots très importants de leur discipline ont été empruntés de façon métaphorique. Par exemple, la croissance et le développement ont été empruntés à la biologie et à la biologie évolutionniste. On trouve chez Darwin, mais déjà avant Darwin, même chez Lamarck, n'est-ce pas, une définition extrêmement précise de ce qu'est la croissance et de ce qu'est le développement. Donc Darwin nous explique que les organismes, qu'il s'agisse des organismes végétaux, des organismes animaux, avec le temps se modifient, et la modification quantitative, ils deviennent plus grands ou plus gros, c'est la croissance. Les organismes croissent. Mais, comme vous le savez, les graines ne deviennent pas des grosses graines et les embryons ne deviennent pas des embryons énormes, sauf pathologie, et se transforment. La graine devient un arbre, l'embryon devient un animal, éventuellement un humain. Et ça, c'est le développement. Donc, on a une définition très précise du développement, qui n'est pas la même chose que la croissance. Le développement, c'est la transformation qualitative d'un processus quantitatif qui est la croissance. Alors les économistes ont emprunté donc ce doublet croissance-développement. Seulement, ce qui impliquait qu'ils pensaient que l'économie était un organisme, comme un organisme végétal, qu'on pouvait considérer l'économie comme un organisme. Ça, évidemment, c'est un peu une imposture, parce que si, à la limite, on peut considérer l'ensemble du système social, du fonctionnement homme-environnement comme un organisme, ainsi que le fait le grand biologiste James Lovelock avec l'hypothèse Gaïa, par exemple. Là, on a la Terre comme un système vivant. L'économie, malgré tout l'impérialisme des économistes, reste seulement un sous-système. Il est à l'intérieur, et à l'intérieur d'un système qui est obéit aux lois de la thermodynamique, non pas aux lois mathématiques, mais aux lois physiques. Et alors, justement, les économistes sont devenus, ils ont construit leur discipline sur la base de la mécanique rationnelle de Newton. Ils ont trouvé la mécanique de Newton, c'était merveilleux. Ils se sont dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas inventer une science du social qui aurait les mêmes lois de gravitation que la mécanique de Newton, mécanique rationnelle qui a une logique mathématique,
Seulement, la mathématique, c'est très beau. Le monde réel n'obéit pas à la mathématique. Il obéit à la physique et le monde matériel, et encore à la biologie pour le monde vivant. Et en particulier, il obéit aux lois de la thermodynamique. Et la deuxième, et plus particulièrement la deuxième loi, la loi de l'entropie, qui nous explique qu'à la différence de la mécanique de Newton, qui est réversible, les processus concrets sont irréversibles. Quand vous avez mis 30 litres d'essence dans votre voiture et que vous avez fait 1000 km, eh bien, l'essence, les particules existent encore, puisque la première loi nous dit rien ne se perd, rien ne se crée, mais ces particules ne sont plus utilisables, on le sait tous, vous ne pouvez plus les mettre dans votre moteur et ça ne peut plus faire fonctionner la voiture. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans quelques années, les voitures ne pourront plus fonctionner parce qu'il n'y aura plus de pétrole. Il y aura toujours des molécules, mais elles ne pourront plus être utilisées pour faire fonctionner les voitures. Donc, et alors les organismes, n'est-ce pas, les organismes naissent, croissent effectivement, se développent, mais à un moment arrivent à maturité, déclinent, et puis ils meurent. Et les économistes, en empruntant l'idée de la biologie, ils ont pensé que l'organisme économique, lui, il était éternel. Il pouvait croître indéfiniment, se développer indéfiniment. Et évidemment, les philosophes qui ont, dans une certaine mesure, pensé les sociétés humaines comme des organismes. On peut penser par exemple à Giambattista Vico ou Oswald Spengler, il étudiait les civilisations, mais ils étudiaient la grandeur, la croissance des civilisations, mais ils étudiaient aussi le déclin et la mort. Ils savaient que les civilisations, comme dit Paul Valéry, les civilisations sont mortelles. Alors, les économistes, eux, ils ont totalement éliminé cette façon de voir, qui est une façon, évidemment, qui n'existe dans aucune autre culture que la culture occidentale, ce qui fait que les concepts de croissance et de développement sont intraduisibles. Et lorsque les experts en développement sont arrivés dans les pays d'Afrique, d'Amérique latine, ils ont été bien ennuyés pour trouver des mots dans les langues locales pour parler du développement ou de la croissance. Et tout simplement parce que cette construction sémantique repose sur toute une histoire, sur toute une culture, l'idéologie du progrès, la conception de la transformation de la matière à travers le travail, etc. Toutes choses qui sont évidemment propres à notre histoire, mais qui n'existent pas dans d'autres pays, si bien qu'on en est arrivé dans beaucoup de langues pour trouver un équivalent au mot développement, on a appelé là, alors il y en a certains pays, la voix du chef ou le rêve du blanc. Le rêve du blanc, les blancs veulent le développement, ça ne correspond pas du tout, d'abord parce que la conception du temps liée à l'idéologie du progrès, totalement étrangère à l'Afrique, ça c'est assez amusant parce que dans la plupart des cultures africaines, le passé, on le connaît puisqu'il a déjà eu lieu. Et par conséquent, on le voit, il est devant. Tandis que le futur, comme on ne le connaît pas, on ne le voit pas, il est derrière. Alors c'est évidemment totalement à l'opposé de la nôtre, et quand on dit il faut aller, le développement c'est aller en avant pour un Africain, c'est essayer de rejoindre les ancêtres, et de réaliser ce que les ancêtres... Alors on comprend évidemment que ça pose pas mal de problèmes, entre autres. Et ce développement, évidemment, est basé, puisque c'est en plus un processus croissance, mais les économistes nous ont jamais dit croissance de quoi, pourquoi, jusqu'où, développement, jusqu'à quel point, quand ça s'arrête, est-ce que ça doit s'arrêter, est-ce que ça ne s'arrêtera jamais. On est dans ce que les Grecs appelaient l'hubris, la démesure, l'illimitation, l'illimitation, et ça engendre une omnimarchandisation du monde, puisque c'est une sorte de rouleau compresseur qui vise à transformer toute la vie en système marchand, où tout peut être acheté et vendu sur un marché, ce qui entraîne la destruction de tout ce que Ivan Illich appelle la vernaculaire, c'est-à-dire la façon dont les gens vivaient et reproduisaient leur vie. Et effectivement, les pays avant 1949 n'étaient
pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie du Sud-Est, même d'Asie tout court, n'étaient ni développés ni sous-développés. Ils avaient une histoire, ils étaient différents, etc. À partir du moment où ils deviennent sous-développés, eh bien, ils passent d'une certaine mode de vie à ce qu'on a appelé la pauvreté, mais qui est plutôt la misère, ou ce que Illich appelle la modernisation de la pauvreté, qui est le résultat de cette destruction des systèmes vernaculaires. Donc la croissance et le développement sont et ça se vérifie encore aujourd'hui, une immense machine, une méga machine à concentrer la richesse et par conséquent à accroître la pauvreté, concentrer la richesse au nord, bien sûr par rapport au sud, et à l'intérieur du nord et du sud, la concentrer entre les mains d'une élite. Et à l'heure actuelle, surtout pendant le moment où la dynamique de croissance s'arrête, mais qu'on est toujours dans une logique de société de croissance, eh bien, les effets deviennent redoutables puisque la croissance des inégalités engendre une croissance insupportable de la misère. Alors, la deuxième imposture, qui est la conséquence qui est aggravée par l'échec du rêve développementiste, c'est que cette société du développement et de la croissance n'est ni soutenable ni souhaitable. Et pourquoi l'idée pour combattre le message des écologistes, disant que à un moment la croissance devrait s'arrêter, en 1972, le premier rapport au Club du Rhum, Limits to Growth, la croissance a des limites écologiques, parce que ce n'est pas mathématique, on n'est pas dans un univers mathématique, on est dans un univers physique et biologique, et même sociologique d'un certain point de vue, et par conséquent le rapport au Club de Rome nous montre les limites. À la même époque, d'ailleurs, un grand savant, Nicolas Georgescu-Roegen, qui avait aussi une grande formation économique, on le considère comme un économiste, montrait que celui qui croit qu'une planète, c'était repris par un grand économiste aussi, John Kenneth Goulding, il est celui qui croit qu'une croissance infinie est possible sur une planète finie est soit un fou, soit un économiste. Bon, alors nous sommes tous un peu fous et tous aussi économistes parce que nous avons été victimes de la colonisation de notre imaginaire par l'économie. Et donc, ce qui fait que pour combattre ça, le même Henry Kissinger d'ailleurs, appuyé ou porte-parole du lobby américain, a eu l'idée, après, dans la même période, conférence de Stockholm, première conférence des Nations Unies sur l'environnement, Stockholm 1972, de lancer le slogan du développement durable. Le développement durable, sustainable development, le développement soutenable ou durable. Alors c'est amusant parce que c'est à la fois, c'est une double figure de style. C'est à la fois un oxymore et un pléonasme. Une croissance autosoutenable. Et c'est ce que beaucoup d'idéologues disaient, la différence entre la croissance et le développement, c'est que le développement est soutenable. Il s'entretient, il s'auto-entretient. Donc le développement soutenable, c'est un pléonasme, ça serait de dire une croissance soutenable, autosoutenable, de deux fois soutenable, doublement soutenable. Bon. Évidemment, cette croissance illimitée est insoutenable, et pour une raison, effectivement, là encore, on voit le paradoxe terrible d'avoir pu penser que la réalité sociale, physique, biologique et sociale pouvait obéir à la logique mathématique. Et le plus grand drame de cette transposition, c'est effectivement la logique de l'intérêt composé, dont nous sommes tous victimes à l'heure actuelle. Il suffit de penser qu'avec un taux de croissance qu'aucun gouvernement de la planète, qu'il soit de droite, de gauche ou de centre, ne préconiserait, parce que comme tu l'as rappelé, pour pouvoir diminuer le chômage, il faut un taux de croissance minimal de 3% par an. Et donc, avec un taux de croissance de seulement 2%,
eh bien, si nous prolongeons cette croissance pendant une période longue, il n'y a pas de raison, puisqu'on ne nous a jamais dit que la croissance devait s'arrêter au bout de 10 ans, période longue par rapport à un horizon court, mais pas si long que ça par rapport à l'histoire humaine, à ces centaines de milliers d'années. Bon. Donc, au bout de 2000 ans, en raison de ce qu'un ami, ancien ministre de l'Environnement du gouvernement italien, Giorgio Ruffolo, appelle le terrorisme des intérêts composés, qu'on nous apprenait autrefois dans l'école primaire, maintenant je ne sais pas si on l'apprend, on nous expliquait ce mécanisme infernal, eh bien, le produit intérieur brut d'un pays, avec ce taux de croissance ridicule de 2%, en bout de 2000 ans, serait multiplié par 160 millions de milliards. 160 millions de milliards. Donc, évidemment, on voit bien que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On n'est plus dans la réalité. On n'est pas plus dans la réalité quand on pense que la dette grecque, qui est devenue maintenant supérieure au produit intérieur brut, comme d'ailleurs, je crois, la dette espagnole, etc., que cette dette ne pourra jamais être payée un jour. Bien évidemment, elle ne sera jamais payée. Le problème, tout le monde le sait, enfin tout le monde le sait, qu'elle ne sera jamais payée, mais on fait mine de croire que ça sera payé. Et le fait de faire mine de croire, c'est ce qui fait qu'on nous oblige, on nous impose de l'austérité, on détruit toute la vie des gens, on expulse les gens des appartements, etc. Tout ça pour faire mine d'entretenir le mythe que la dette doit être payée, qu'elle sera payée, alors qu'elle ne peut pas être payée. Elle ne peut pas être payée parce que les organismes vivants ne sont pas des machines mathématiques, tout simplement. Et que l'intérêt composé, c'est une belle construction mathématique, mais c'est une monstruosité quand c'est appliqué à la réalité humaine et sociale. Et la croissance fait partie de cette monstruosité-là.